Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation se révélant être parfois un véritable défi. Dans cette série de vidéos, je vous propose de partir plusieurs fois par mois à la découverte du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu des épreuves parfois douloureuses, des relations plus ou moins difficiles, mais qui avaient toutes leurs raisons d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser ces situations et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations, que vous pouvez retrouver en description. Cette série d'entretiens vidéo est là pour vous apporter encore plus de valeur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Gaëlle Baldassari. Bonjour Gaëlle. Bonjour Virginie. Tu vas bien? Ah bah super, je suis trop contente d'être là. Écoute, moi aussi. Alors, je vais te présenter à ma façon et puis surtout comment j'ai été amenée à te rencontrer. Alors Gaëlle, tu as eu d'abord une carrière fulgurante dans la banque en étant tout le temps au top, d'après ce que j'ai compris, mais de manière linéaire. Et tu as fini par expérimenter le burn-out comme beaucoup de personnes. Donc, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, eh bien, tu as quitté la banque, hein. Tu es experte en cycle menstruel et tu as créé Kiffe ton cycle pour permettre aux femmes de surfer sur la vague, comme tu dis, la vague de leur cycle menstruel. Alors là, ceux qui ne te connaissent pas, ils vont se dire de quoi elle parle. Donc, je vais décrire en fait en quelques mots déjà les différentes possibilités que tu as dites, hein, que les femmes avaient de vivre leur cycle menstruel avec cette métaphore de la vague et de l'eau, puisque tu es bretonne et que tu aimes bien prendre ces petites images en rapport avec la mer. Alors, tu dis que les femmes, elles ont trois choix. Soit elles peuvent boire la tasse et subir leur cycle, soit elles peuvent décider de se mettre sur la plage, de regarder de loin, de ne pas trop vouloir en entendre parler, parce que des fois même leur cycle ne les dérange pas, mais elles ne l'utilisent pas non plus. Et puis la troisième solution que tu proposes, c'est d'apprendre à surfer sur cette vague pour en faire un vrai kiff, de l'utiliser et de s'appuyer dessus pour aller jusqu'au bout de nos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Est-ce que c'est fidèle à ta vision des choses? C'est super bien résumé. Ouais, carrément. Juste quand je dis se mettre sur la plage, c'est surtout en bloquant son cycle. Tu sais, c'est Ah, le fait d'accord, de ouais. prendre des hormones, etc. Voilà, cette deuxième Ok, expérience aussi proposée par la société, c'est plutôt de bloquer le cycle et effectivement de le d'accord. mettre à distance de nous. Parce que même Ouais. si, tant qu'il fonctionne, Hum. même si on n'a pas appris à le surfer, on peut être dans l'eau tranquille. Voilà. Ouais, mais tu fais bien de préciser ça parce qu'effectivement, tu vois, j'avais pas saisi cette nuance. Et effectivement, mais c'est vrai qu'il y a des fois, le cycle, on l'arrête ou avec des hormones, ou on le bloque. Et toi, tu présentes vraiment ce cycle comme un coach interne, en fait, un cycle écologique qui finalement peut permettre d'éviter l'épuisement. Et pour ça, tu as créé tout un environnement, on pourrait même dire un mouvement, Kiffe ton cycle, où tu as écrit un livre, tu as des programmes en ligne. Alors, tu en as deux, hein, Kiffe ton cycle et Kiffe tes premières règles, c'est ça? Oui, c'est ça. Kiffe Ouais, ton cycle pour les femmes et kiffe tes premières règles pour les jeunes filles à partir de 10 ans. ouais, super. Donc, Et puis, tu as créé un réseau d'ambassadrices qui s'appelle Kiffe ton cycle. Et ces ambassadrices, elles animent des ateliers, c'est ça, partout en France, que tu dis c'est ça. expérientiel, fun et attractif. C'est exactement ça. Et tu as organisé, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, tu es l'organisatrice des sommets du cycle menstruel, puisqu'on arrive déjà, je crois, à la 5e édition, c'est ça? C'est ça, ouais, Qui aura la lieu du cinquième 8 au édition. 14 au novembre, hein, 8 au 14 novembre, sur la thématique, cette fois, de la puberté. Tout à fait, mais tu es très bien renseignée. Ah oui, oui. Quand je prépare les interviews, je me renseigne parce que je trouve que voilà, j'aime bien présenter mes invités et surtout, tu vois, j'aime bien les présenter de la façon de ce qui a résonné en moi. Et justement, tu vois, ça me permet, comme tu l'as fait tout à l'heure, des fois de lever des petites erreurs d'interprétation, des petites choses comme ça,
tu sais, c'est quand on explique qu'on voit si on a bien compris. Clairement. Donc, il y avait des petites choses que je n'avais pas bien compris et comme ça, c'est rectifié. Alors, nous, on ne s'est jamais rencontrés physiquement. Je t'ai découverte grâce à des amis communs qui sont étudiants de l'Académie Zéro Limite, comme toi et moi. Moi, je suis rentrée donc dans l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe cette année, dans la cohorte 2020. Et toi, je crois que c'était il y a 4 ans, non 4 ans, 2018. 2018, il y a 2 ans. Voilà. Et grâce à ces personnes-là, on m'a parlé de Gaëlle, de son sommet, de Kiffe ton cycle, parce que ce n'était pas encore arrivé jusqu'à mes oreilles et je suis ravie de t'avoir découverte par ce biais-là. Alors, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et d'être présente aujourd'hui bien pour partager avec moi ta vision de l'écologie relationnelle. Puisque moi, j'aime parler d'écologie parce que la qualité de nos relations, finalement, elle est aussi importante que celle de l'air que nous respirons. Et cette écologie relationnelle, pour moi, c'est un ensemble, un écosystème qui comprend les relations avec nous-mêmes, les relations avec les autres et les relations avec le monde. Et dans cette relation avec le monde, eh bien, moi, je vois aussi en face de moi une jeune femme épanouie, souriante, qui dégage la joie de vivre. On a l'impression que tout lui réussit, que les relations sont harmonieuses dans toutes les sphères de ta vie. Mais est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que tu as vécu des épreuves par lesquelles tu as dû passer et qui font que tu es la femme que tu es aujourd'hui? Voilà la question d'introduction. Déjà, c'est pas le cas. Et pourtant, je le dis, je le martèle sur les réseaux sociaux et tout le monde s'entête à penser que tout va bien pour moi. Et j'essaie d'être transparente. Je fais quand même des posts qui font beaucoup de vues. C'est un peu provoquant ma question. Hein. Ouais, c'est ça. Que, non, mais c'est tu sais, souvent on a l'image des gens qui, dans le développement personnel, tout va bien. Déjà, effectivement, comme tu dis, c'est pas le cas, donc ça te permet de le dire. Et puis surtout, peut-être qu'aujourd'hui, tu as quand même une façon de gérer les choses qui sont dues ou grâce à des choses que tu as vécues par le passé. Et bien sûr. Voilà, si on peut revenir sur ces moments… En fait, on va revenir dessus avec grand plaisir, mais juste, j'aimerais poser ça, c'est qu'aujourd'hui, la différence avec avant, c'est que je mets moins de temps à revenir dans quelque chose de positif pour moi. Mais je continue à galérer, comme vous tous, je pense. Je crois plus du tout aux personnes qui galèrent, pas du tout. En tout cas, moi, j'y crois pas et c'est pas ma vie. Donc, ma vie, c'est que voilà, je continue à m'ajuster au quotidien, à avoir des zones de tension, des zones de tension avec moi-même, avec les autres, avec mon environnement. Et puis, c'est comme de la négo permanente et c'est OK pour moi. Hein, je suis bien avec ça. Mais donc, voilà. Et oui, non, j'ai clairement pas eu une vie entre guillemets facile dans la relation. Hein. Moi, c'est drôle, je le revis un petit peu en tant que maman et ça me blesse quand je vois ma fille revivre des choses que j'ai pu vivre. Mais voilà, enfant, je faisais partie des enfants. C'est une tranche un peu grise, ce qu'on voit pas vraiment, dans le sens où j'avais pas vraiment beaucoup de copains et de copines. Je me sentais isolée, je me sentais très isolée, mais j'étais pas le bouc émissaire non plus, etc. J'étais un peu le truc à côté qui se balade, qui va de groupe en groupe, mais qui est jamais hyper intégré. Et puis ça me faisait peur de m'intégrer parce que j'avais peur de du coup perdre ma liberté. Donc en fait, voilà, j'étais cette espèce de truc, mais un peu triste quelque part enfant dans les relations parce que j'avais aussi… Alors j'ai eu des amitiés très fortes avec une personne, voilà, mais dès que cette personne avec qui j'étais en amitié n'était pas là, je me sentais vraiment toute seule, quoi. Et du coup, voilà, à côté, en marge du groupe, pas celle qui se fait repérer et qu'on va embêter, mais juste celle qui est là, mais qui n'est pas vraiment là, quoi. Et j'en ai souffert, j'en ai beaucoup souffert étant petite. Ouais, je pense beaucoup d'adultes se rappellent de ces… Alors, il y a des adultes qui, effectivement, étaient leaders de groupe et tout le monde les appréciait. Et puis, il y a certaines personnes, je pense, qui effectivement ont ce souvenir d'enfance où ça peut être compliqué, les relations, et où finalement, on ne sait pas comment faire, en fait. On ne sait pas comment faire. Et est-ce qu'à ce moment-là, on sait qui on est vraiment aussi? Est-ce que ça, c'est pas, à ton avis, le fait que quand on est enfant, on est encore soit dans le mimétisme des autres, soit pas assumer vraiment qui on est aussi? Ouais, je me suis jamais vraiment posé cette question. Moi, l'analyse que j'en ai faite a posteriori, c'est que ce système de classe par groupe d'âge me convenait pas.
j'avais une façon de penser qui pouvait faire que j'étais plus à l'aise avec des plus âgés. Et, euh, et donc, en fait, dès que je me retrouvais dans un groupe classe, à la fois j'avais envie d'aller connecter avec eux parce que je me disais c'est dommage d'être toute seule, et à la fois je m'emmerdais profondément dans les relations qui se présentaient à moi. Donc j'écoutais quelques minutes et puis je m'éloignais, et du coup je rentrais pas dans le jeu du processus social qui fait qu'on s'intègre. Et pour moi, c'est plutôt ça qui a été problématique, c'est l'environnement scolaire, on va dire. Parce que dès lors que je sortais de l'environnement scolaire et que j'étais dans des environnements multi-âges, je revivais pas la même chose. Mm. Donc ça a été plutôt ce côté-là. Moi, de toute manière, ma scolarité a été un calvaire, clairement, dans tous les sens du terme. Non, mais Et je donc, te comprends parce que moi qui ai enseigné pendant 15 ans, je vois tout à fait effectivement ces enfants qui se sentent pas à leur place, en fait. C'est pas le bon endroit pour eux pour s'épanouir et pour se révéler. Et c'est dommage. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec des classes multi-âges aussi pour ça, pour que l'enfant puisse évoluer à son rythme et pas forcément au rythme qu'on lui demande, en fait, de lui être bah ouais, là c'est dans ça. des cases. Donc voilà, dès que j'ai pu sécher les cours, j'ai séché énormément les cours, ce qui m'a Bravo! permis de regarder de la liberté. J'en parlais encore avec ma maman hier soir, et elle trouve ça génial que je l'ai fait. Enfin, je sais pas si le terme génial, c'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, elle comprend Oui, aujourd'hui que j'ai pu avoir besoin de le faire. Et moi, j'étais assez loin dans ma réflexion, mais je pense que je serais plus de ce monde aujourd'hui si j'avais pas pu sécher les cours, d'accord. Ouais. parce que c'était ma seule respiration, ma seule liberté. Et c'était un calvaire pour moi de rester à écouter des cours, soit qui m'ennuyaient parce que ça allait pas assez vite, soit qui m'ennuyaient parce que ça allait trop vite. Bref, il n'y avait jamais rien qui était OK. Ouais, et Donc, ça, je pense qu'effectivement, on l'oublie aussi que le but, enfin, le premier but de la vie, c'est quand même d'être heureux. C'est pas forcément d'apprendre, et donc c'est une prof quand même qui dit ça. C'est pas forcément d'apprendre un savoir académique qui, comme tu le dis, peut aussi mener des jeunes et des enfants à des situations dramatiques, quoi. Donc c'est ouais, après, voilà, moi je pense que ce qui m'a sauvée, c'est de jamais avoir perdu l'envie d'être heureuse. Donc en fait, dès que j'ai pu, et puis comment dire, ce qui m'a sauvée aussi, j'ai ma bonne bouille, entre guillemets, tu vois, on me donne le bon Dieu sans confession, donc c'est ce que m'a toujours dit, tu vois. Et donc oui, quelque part, quand je séchais les cours et que je racontais des mensonges gros comme moi, ça passait crème, quoi. Et donc, comme quoi toujours garder le sourire, hein, ça peut servir. c'est clair. Ah non, mais c'est clair que voilà. Et c'est vrai que je dirais que moi, au fond de moi, j'ai toujours cherché à être en marge, c'est-à-dire, ok, je donne le change pour que la société me prenne pas la tête, pour qu'on me saoule pas, etc. Mais à côté, j'ai ma liberté et je sais ce que je veux en faire. Et je pense que c'est ça qui m'a permis, voilà, de vivre ce que je vis aujourd'hui, quoi. Mais Ouais, donc tu as mis tes règles quand même et tu as mis t'as mis tes règles tout en utilisant les règles de la société, quoi. ouais, C'est-à-dire, je c'est ça. comprends les règles de la société, je vais faire avec pour avoir ce qui me permet d'être heureuse, et puis je vais mener mon bout de chemin. Et C'est euh, et exactement ça. et t'es arrivé dans la banque pour quelle raison? Parce que a priori, hein, avec tous les a priori qu'on peut avoir sur la banque, je ne sais pas si c'était le meilleur moyen pour trouver son bonheur, mais peut-être tu vas m'enlever Alors, moi, je une fais tout de suite croyance. un teasing et un disclaimer. J'ai juste surkiffé ma carrière dans la banque. Donc, vraiment. Alors, je suis arrivée comment dans la banque? Mais complètement par hasard. En fait, je faisais des études de biologie en cours du soir parce que j'ai commencé à travailler jeune. Je travaillais la journée et du coup, je faisais mes études le soir. Et j'étais en doc de biologie. Et un jour, j'ai vu un prof. J'étais dans l'amphi. Et j'ai vu un prof, tu sais, avec des feuilles toutes jaunes, toutes vieillies, qui faisait le même cours depuis des années. Et les redoublants étaient capables de dire au mot près ce qu'il allait dire, tu sais. Et j'avais des redoublants juste derrière moi. Et je me suis dit, mon Dieu, je ne vais pas finir comme ça. Et donc, je me suis dit, bon, ok, la fac, ça prépare qu'à deux choses, être chercheur, mais on a tellement peu de chances d'y arriver et je ne pensais pas avoir l'énergie pour me battre, entre guillemets, pour ça, ou être prof. Et je regardais ce prof et je me disais, oh là, il comprend rien au monde et je ne comprends rien à ce qu'il ne comprend pas. Bref. Ouais, Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je vais aller voir le monde. J'ai envie de comprendre comment il fait l'argent, j'ai envie de comprendre la source des choses. d'accord. Et, euh, et le papa de mon petit ami à l'époque était chef d'entreprise et m'a dit, écoute, je te prends comme commercial en CDD pendant 2 mois.
tu vas aller voilà, vendre des plantes. Donc, j'ai vendu des plantes pendant 2 mois et j'ai adoré cette expérience. Et je me suis dit, ah là, je commence à toucher un peu le cœur de l'économie, de ce que ça veut dire de vendre, etc. Je trouvais ça intéressant. Et je me suis dit, je vais faire un BTS Action commerciale pour voir, voilà, pour poursuivre cette expérience. Et comme j'avais commencé à travailler, que je vivais plus chez mes parents, je cherchais en alternance. J'ai trouvé plein d'entreprises qui étaient prêtes à me prendre, parce que j'avais déjà pas mal d'expérience derrière moi, puisque je travaillais déjà. Et, et j'ai postulé à la banque complètement par hasard. Dans un salon, j'ai déposé mon CV comme ça. D'accord. Et pour te raconter l'histoire, j'avais signé un contrat avec une SS2I. Enfin, non, j'avais pas signé le contrat avec la SS2I. J'avais un accord d'une SS2I pour rentrer chez eux. Je savais même pas ce que c'était qu'une SS2I à l'époque. Mais trop contente d'avoir trouvé une entreprise. Et je reçois une lettre de la BNP qui me dit que je suis convoquée à un entretien. Donc, on est d'accord que j'ai pas le poste. Hein. Ouais. Et je sais pas pourquoi, j'ai appelé la SS2I en disant « Bon, je suis prise par la BNP, désolée, au revoir. » Je suis arrivée à la BNP, on était 20 ou 30. Ouais, on était nombreux. Hein. Et en fait, ils nous T'as disent gagné, quoi. non, mais ouais, et puis ils nous disent on n'a pas de poste pour vous. Tous les alternants ont déjà été recrutés, mais on voulait voir si on loupait pas une opportunité d'avoir quelqu'un d'intéressant. Donc là, je me dis waouh. Et j'étais prise. Et en fait, et mon papa qui avait travaillé beaucoup dans la banque m'a dit écoute Gaëlle, c'est le meilleur endroit pour faire tes études, ça va pas être prise de tête, tu vas avoir des avantages, bref. Il m'avait un peu vendu le truc et du coup je suis rentrée, mais alors complètement par hasard là, mais très contente d'y être. Hein. Ouais. Voilà, j'étais pas. Oui, tu avais envie de découvrir le monde du travail, tu le connaissais déjà, mais tu avais envie de Ouais. découvrir un autre monde et tout ça. Donc, c'est la curiosité finalement, enfin, cette envie de découvrir C'est la ça. vie et découvrir, pas rester sur un seul angle de vue qui t'a emmené là. C'est ça. Et puis j'arrivais dans la zone où j'allais enfin pouvoir comprendre d'où venait la genèse de l'argent et tout. Donc j'étais assez contente de tout ça en fait. Et tu avais quel âge à ce moment-là? 20 ans. D'accord. Ouais, 20 donc, ans bah, parce que c'est j'avais ça. déjà fait 2 ans d'études supérieures avant. Donc voilà. Et ça a duré combien de temps alors cette Ah carrière dans la alors banque? ça a été en 2 étapes. Donc la première, j'ai fait mon BTS chez eux, 2 ans. Ensuite, j'ai été recrutée par la BNP. Alors je voulais pas, je voulais faire autre chose. Et puis ils m'ont proposé, comme on dit, des conditions qu'on ne peut pas refuser. Voilà. Mais vraiment en plus, parce qu'ils avaient trouvé que j'étais un bon élément. Donc du coup, j'ai accepté ces conditions que je pouvais difficilement refuser, avec la promesse que j'allais être formée, continuer d'être formée. Donc ça, c'était génial pour moi parce que c'était mon objectif. Et puis, donc j'ai travaillé 4 ans à la BNP. Au bout de 4 ans, je suis partie. J'avais des grands rêves dans la tête déjà. Je me disais que je voulais faire des choses. Et je suis partie à HSBC pour un changement. Tu sais, en fait, tu fais des changements pour gagner en salaire, quoi, bêtement. Et en fait, ça a été l'horreur absolue. Ah. Mon directeur était un monstre. Je le dis, hein, vraiment, je le pense. S'il me regarde aujourd'hui, je l'assume Bonjour. totalement. Mais je pense qu'il ne se souvient pas de moi. Mais c'était un monstre. Il disait des choses horribles. Il a harcelé une C'était femme un parce qu'elle était monstre enceinte. et en même temps, tu vois, moi, je me dis, et suite aussi aux différentes entrevues que je fais, qu'il y a certaines personnes qu'on rencontre dans notre vie qui peuvent paraître des monstres, mais qui nous font progresser, en fait, qui nous font avancer, un peu comme François Lemay adore dire, des anges déguisés en trous du cul. Ah ouais, c'est clair. Après, moi, j'ai pas eu de contact monstrueux avec lui. Donc, Ouais. c'est pas lui. Il y a C'est d'autres pas personnes lui, qui m'ont fait il y a plus d'autres avancer personnes comme qui ça. t'ont fait avancer. Lui, pas trop, parce qu'en fait, quand je dis c'est un monstre, c'est que du coup, l'agence respirait un truc tout pourri, quoi. Et puis, un truc tout bête, mais les personnes au guichet étaient racistes et faisaient des actes de racisme devant moi. Moi, j'ai D'accord. grandi à Sarcelles, en banlieue. Tous mes potes sont black, blancs, beurre, Ouais, chinois et tout ce qu'on tu veux. ouais, Et donc, je me disais, mais c'est un truc de fou, quoi. Je peux pas. Et donc, j'avais honte de travailler dans cette agence. ouais. Donc en fait, j'ai juste demandé à partir en période d'essai. Et donc, je me suis retrouvée, voilà, j'avais plus de travail, plus de copains, je m'étais séparée de lui peu avant, D'accord, bon. et plus d'attaches, 25 ans, 7 ans d'expérience professionnelle derrière moi. Je me suis dit, bon, c'est le moment de prendre des vacances. Hein. Et donc, par de beaux hasards de la vie, il s'est trouvé que j'ai eu suffisamment d'argent entre les actions BNP qui étaient montées suffisamment, mon copain qui m'avait laissé un peu de sous en partant, etc. J'ai eu suffisamment d'argent pour me dire, bah, je m'offre 1 an à faire le tour du monde. D'accord.
Donc voilà. Donc, à la découverte du monde. Qu'est-ce que ouais. ce tour du monde t'a appris sur toi? Est-ce que tu en es revenu transformé? Ah oui, bah, un an toute seule avec mon sac à dos. Ouais, j'en suis rendue. Bah, en fait, déjà, ça a été la première chose, ça a été ce qui me suit encore dans ma vie aujourd'hui, c'est tremble puis ose. Ouais. Donc ça a été ça. J'ai tremblé, j'étais terrifiée à l'idée de partir toute seule avec mon sac à dos en Inde. Oui, Je commençais par l'Inde en plus. J'avais jamais voyagé, je parlais pas anglais, je parlais pas une autre langue d'ailleurs, je parlais français. Voilà. d'accord. Voilà. Donc, Tu te mets pas de quelques difficultés là c'est-à-dire que le tremblement devait être assez fort. ouais, non, mais donc du coup, j'ai bien tremblé. Je me suis mis des petites sécurités dans ma tête. En mode, si tu as vraiment envie de revenir, tu reviens. Il n'y a rien qui t'oblige à faire le tour. Enfin, voilà. Et en fait, ça a changé ma vie, vraiment. Ça a changé mon regard. Moi, j'avais ce regard un peu, tu sais, la morale, il y a des choses bien, les choses pas bien. Et puis, j'ai Ouais. compris que dans les choses que je jugeais pas bien, bah, il y avait des nuances. Et dans les choses que je pouvais encore ne juger pas bien, il y avait d'autres nuances. Et puis, je me suis pris claque sur claque parce que voilà, quand tu discutes avec des Indiens, voilà, tu discutes avec des gamins qui mangent, enfin, qui mangent pas à leur faim, quand tu discutes avec des gens qui ont pas un rond au sens européen du terme, mais qui Oui, ont une richesse absolument phénoménale dans le cœur. Quand tu te retrouves, moi, je me suis retrouvée avec des personnes qui ont fait des actes de bienveillance et de générosité impressionnants, alors que moi, j'étais juste comme touriste et que eux, leur vie était... enfin, voilà, j'avais dans mes bagages plus que peut-être s'ils utilisaient dans le moi. Enfin, ouais. tu vois, j'ai vraiment connecté avec le fait que mon regard d'européenne sur ce qui est bien et ce qui est mal, c'était un regard bien européano-centré Ouais. et j'ai compris toutes les nuances. Enfin, pas forcément toutes à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai inclus dans ma vie énormément de nuances. Donc plus de tolérance aussi sur. Ouais, la tolérance, je sais pas comment dire. C'est surtout la nuance du bien, du mal, tu vois. Ouais, ça amène à de la Ouais. tolérance, tu vois, mais c'est surtout, en fait, c'est comme si ça avait déconstruit toutes mes croyances de ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je vais te donner des exemples pour qu'on comprenne, mais tu vois, la croyance sur le travail des enfants. Moi, j'avais une grande croyance, les enfants doivent surtout pas travailler. Et j'ai compris tellement de choses par rapport à ce que signifie le travail des enfants, à quel point ça les inclut dans la société, à quel point ça nous exclut, enfin, ça exclut nos enfants de notre société, de ne pas comprendre toujours ce qu'on fait, etc. Moi, j'ai passé 18 ans à me demander ce que faisait mon papa quand il allait au travail, parce que je ne voyais pas ce qu'on faisait derrière un écran toute la journée, tu vois, sans comprendre. Et du coup, il y avait cette connexion qui n'était pas faite. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait différents types de travail des enfants. Il y a du travail des enfants qui correspond à la société et il y a un travail des enfants qui correspond à l'exploitation. Dans le but que justement ça soit de la main d'œuvre pas chère et que les choses soient exportées. Et du coup, j'ai commencé à affiner, tu vois, mon regard sur, ok, c'est quoi ce travail d'un enfant et dans quelle mesure nous, on a peut-être aussi fait une rupture un peu violente avec nos propres enfants, les empêchant d'accéder à une Oui, forme parce que de contribution. tu parles d'une différence finalement qui est culturelle, mais aussi une différence temporelle, parce qu'il y a 50 ans, en France, C'est ça. on n'était pas comme aujourd'hui par rapport aux enfants. Donc, il y a C'est ça, aussi. mais donc on a érigé un petit peu voilà, des barrières comme ça. Et je me suis rendu compte que peut-être qu'une partie de la perdition de certains ados vient aussi du fait que bah, à un moment, on est dans un âge où on pourrait contribuer énormément et puis on nous demande juste d'aller à l'école et puis d'apprendre parce qu'on va devenir les super contributeurs. Et sinon, on va dans des voies où du coup, elles sont déclassifiées. Enfin, tu vois, Oui, j'ai oui. rebattu un peu toutes ces cartes-là. Et ce qui peut créer un Donc, décalage où les jeunes ne comprennent pas à quoi ça va leur servir, ce qu'ils apprennent à l'école aussi. c'est ça. Et ce que j'ai découvert par la suite dans le concept du continuum pour les tout petits enfants, mais qu'on retrouve après, c'est que finalement, le fait que les enfants puissent découvrir quelle est la marche d'après, tiens, ils sont où ceux d'après et comment je peux contribuer à ça, c'est ça qui aide à leur épanouissement. Et nous, on a peut-être un petit peu vidé le sens de nos jeunes en séparant complètement le travail. Et tu vois, quand je dis ça, je sais qu'il y en a certains, peut-être que ça va choquer, mais moi, ça m'a vraiment sauté aux yeux parce que j'ai discuté avec ces enfants et que j'ai compris et que entre les enfants qui sont exploités, ça c'est terrible, c'est une infamie et c'est clairement exploité à notre profit. Là, je le dis à notre profit en tant qu'Européens Oui, qui utilisons bien sûr. ces choses-là. Et c'est pas utilisé au profit de la communauté dans laquelle ils vivent. Tu vois. Et Ouais. donc tout ça, voilà, il y a eu tellement de prise de conscience, ça c'en est une, mais
parmi tellement d'autres que ce tour du monde a été, oui, effectivement, un chamboulement majeur dans ma vie. Et, et Mais quand je tu es suis revenue dans rentrée, la banque. ouais. Parce que quand tu es rentrée, des fois, on entend, les gens disent, ouais, ça m'a appris plein de choses, une ouverture culturelle, tout ça. Et puis après, quand on revient dans son train-train quotidien d'Européen, tu sais, c'est un peu, on dit, oui, le confinement, ça va tout changer. Et puis finalement, oui et non, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont repartis comme avant. Est-ce que quand tu es rentrée, vraiment, tu as senti que tu voyais plus le monde de la même façon et que tu ne pourrais pas revenir en arrière? Voilà, qu'il y avait des choses qui avaient changé, mais de façon définitive. Est-ce que tu Alors, l'as il y a des senti comme choses, ça? ouais, il y a des choses qui ont changé de façon définitive, puis il y en a d'autres où je suis revenue en arrière. Voilà, clairement, j'ai fait les deux. Ouais, ouais. Et oui, oui, j'ai senti que oui, j'avais changé. Après, bah, tu vois, je suis retournée travailler dans la banque. Alors, une banque qui avait du sens pour moi, puisque je suis retournée travailler au Crédit Coopératif. Et j'avais vraiment dans l'idée que c'était une banque qui contribuait plus au monde et qui contribuait moins à faire le bordel dans les autres pays. Mais c'était quand même une banque. En fait, c'est complexe parce que moi-même, j'ai l'impression d'être un paradoxe sur pattes, tu vois, entre bien sûr des prises de conscience et des envies de changer des choses, et puis en même temps, l'envie de déployer d'autres choses que je peux. Enfin, et Oui. je suis un paradoxe sur pattes en permanence, tu vois, et je Ben, me c'est dis, tes dualités, mais je pense qu'on est beaucoup comme ça, avoir des dualités. Et le tout, c'est de pouvoir trouver effectivement une harmonie entre ces dualités et qu'elles puissent cohabiter. Tu arrives à les faire cohabiter quand même? bah, moi, elles se parlent l'une l'autre, on Oui. négocie. Ah oui, il y a une négociation, ok. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis dans ma tête avec une vraie négociation, c'est assez drôle. Mais ça me va bien en fait, parce que j'aime bien être cette personne qui a un pied d'un côté, un pied de l'autre aussi. Mhm. Euh, parce que c'est parce que c'est moi en fait. Je pense que j'ai pas de certitude sur les choses. J'ai juste envie d'avancer à ma façon. Je suis sur Terre pour une expérience bizarre. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai de cette expérience. Et j'ai envie de changer le monde. Mais ça, depuis que je suis gosse, en fait, tu vois. J'ai envie de laisser ma patte dans le monde pour le faire avancer dans une direction qui me semble être intéressante. Mais en douceur. Enfin, pas en faisant une révolution, pas en violentant les gens, Oui. pas, voilà. Juste en plantant. Moi, j'adore changer le monde en plantant des graines, tu vois. Et quand tu parles d'expérience bizarre, ça veut dire que pour toi, il y aurait une expérience plus normale? Ah non, je sais pas. Je sais pas. La mienne est bizarre, mais je sais pas, celle des autres, j'en Parce que sais rien. bizarre, ça veut dire qu'il y a une sorte de comparaison par rapport à une situation qui ne le serait pas, tu vois? Alors la comparaison, elle se fait plutôt par rapport à ce que je pensais que les autres vivaient quand j'étais D'accord. jeune, tu vois, où j'avais Ok. l'impression que tout le monde vivait normalement et que moi j'étais là à me poser des questions pas possibles, à me dire mais est-ce que je vivrais pas dans la poubelle d'un extraterrestre immense? Est-ce qu'on n'aurait pas des trucs avec un espace-temps différent qui vivrait autour de nous? Enfin voilà, je me posais plein de questions étranges et j'avais juste l'impression d'être la seule à me poser ces questions. Bon, depuis j'ai rencontré d'autres personnes qui se les Voilà. posent, donc je me dis Et ton rapport justement avec les autres, tu disais tout à l'heure que quand tu étais enfant, en tout cas, tu connectais pas forcément avec les jeunes de ta tranche d'âge. Est-ce qu'en devenant adulte, les relations ont été plus faciles ou il y avait encore ce sentiment d'être là à côté, mais pas forcément intégré au groupe? Est-ce que bah, ça... ouais, il y a eu deux phases. Bon, déjà, en devenant, c'était plus facile, clairement, parce que j'allais vers des adultes avec qui ça m'intéressait de connecter et j'étais pas circonscrite à une classe de 30 élèves, voilà. Donc ça, déjà, ça m'a fait un peu oui, ça m'a fait du bien et j'ai beaucoup plus facilement connecté. Après, il y a eu toute la première partie dans la banque où j'étais quand même une adulte qui portait un masque et on me voyait toujours souriante, toujours pétillante, toujours joyeuse, etc. Et du coup, je sortais du groupe pour être qui j'avais besoin d'être à certains moments, c'est-à-dire pas celle-là. Et maintenant, je dirais que je me sens encore mieux parce que me sens tout à fait autorisée à être pas en forme dans un groupe et à le vivre bien. Donc voilà, non, non, moi maintenant j'aime bien. Après, oui, je suis toujours en marge d'un groupe. Enfin, je fais pas partie des personnes, en fait, en me connaissant, tu le disais tout à l'heure, peut-être que je me connais mieux, oui, je fais pas partie des personnes qui vont adhérer à une bande de 10 copains et qui vont jamais en sortir et Oui. qui vont tout faire avec eux. Ma valeur numéro un, c'est la liberté. Et dès que je sens que ma liberté, elle est un tout petit peu grappillée, Mmh. je fuis en courant. Donc j'ai besoin d'être dans des groupes ouverts, dans lesquels j'ai le droit de naviguer. Et je ne vais pas connecter à un micro-groupe en me disant celui-là me rassure, quoi. Ça, c'est Ce vrai. que tu dis, enfin, moi je trouve ça intéressant dans le sens où tu dis que ta relation aux autres,
elle est importante aussi par rapport à ta relation à toi et de connaître tes valeurs. Et quand tu dis ma valeur première, c'est la liberté, ça veut dire qu'il ne faut pas que dire oui à l'autre, ça soit se dire non à soi. Ça, je pense que c'est quelque chose que tu partages. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est vraiment et comment je me respecte moi dans cette relation, voilà, qui je suis moi dans cette relation aux autres et comment je me respecte. Et bien sûr que, en tout cas pour moi aujourd'hui, l'essentiel c'est de me respecter moi parce que je pense que c'est comme ça que je respecte l'autre qui est avec moi. Et bien sûr que parfois je fais preuve d'abnégation, hein, il n'y a pas de sujet. Parfois je vais faire passer l'autre avant moi parce que à ce moment-là, je sens que la personne en a besoin et que ça me fait aussi du Oui, bien voilà. de le faire, quoi. Euh, mais effectivement, ouais, je suis la personne la plus importante de ma vie. Ouais, mais ça, c'est important. Et justement, sur ta relation à toi et prendre soin de toi, parce que quand même, kiffe ton cycle, c'est quand même le summum peut-être de prendre soin de soi quand on est une femme, c'est-à-dire si on oublie ce qui se passe à l'intérieur de notre corps au niveau des hormones, au niveau de tout ce cycle qui revient, comme tu disais, comme une vague. À, à quel moment tu as commencé vraiment à prendre soin de toi? Est-ce que c'est à partir du moment où tu as découvert ce cycle écologique qui pouvait nous aider, ou est-ce que tu étais déjà dans une démarche de prendre soin de toi et ça, kiffe ton cycle, est arrivé après? Est-ce qu'il y a un Déjà, parallèle? je Est-ce suis qu'il toujours y a pas une la plus douée pour, succession? ouais, je suis toujours pas la plus douée pour prendre soin de moi, donc je me soigne. Ouais. Mais j'ai encore des grandes zones d'amélioration possibles. C'est à partir du burn-out en fait. Moi, jusque-là, je me voyais comme un cerveau qui pense avec un corps qui D'accord. agit en fonction des ordres que je lui donne et basta. Et comme j'avais eu la chance d'avoir un corps qui, à part le fait de me faire courir le 100 mètres très très doucement, était plutôt à mon service. Voilà, j'avais toujours réussi à m'en sortir. J'étais pas hyper sportive, mais quand je faisais des aventures sportives ou des trucs, je m'en sortais toujours, j'y arrivais toujours. Donc, quelque part, j'avais toujours considéré mon corps comme une machine qui marche bien. Et ça m'allait bien comme ça. Et effectivement, le burn-out a fait qu'un matin, j'ai pas pu me lever. Et donc, là, je me suis dit, mince, j'appuie sur le bouton, ça répond plus. Ouais, Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il se rebelle? Qu'est-ce qui lui arrive? La machine est cassée et je pense qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais pas du tout pris conscience que j'avais un corps, qu'on faisait alliance et que je voyais ça comme juste un outil, un véhicule, tu vois. Et donc, ça a été déjà la première prise de conscience. Mais je savais effectivement pas comment prendre soin de moi. Enfin, je ouais. prends conscience d'un truc, mais je sais pas qu'en faire. Et ouais, la compréhension du cycle menstruel m'a énormément aidée. Ça a été après la grossesse déjà. La grossesse, je me suis vraiment autorisée à la vivre dans les ups et dans les downs. Mhm. Vraiment, tu vois, ça a été une bonne initiation pour moi, hein, d'accepter de lâcher prise aussi. Et puis ensuite, effectivement, la connaissance du cycle me permet d'avoir une écologie plus importante que si je n'avais pas la connaissance du cycle, en fait. C'est-à-dire que je suis toujours pas au top. Tu vois, cet après-midi, je vais rencontrer une coach sportive parce que je sens que j'en ai besoin, que j'arrive pas à le faire toute D'accord. seule. Donc, je fais des petits pas vers moi, mais je suis toujours vraiment pas au top. Il y a des moments où voilà, je pousse encore la machine, mais grâce à la connaissance du cycle, eh bien, j'alterne entre des moments où je pousse la machine et des moments où je ralentis, ce que j'aurais pas pu faire si je connaissais pas ce cycle. Et puis tu t'es mis, je crois, un objectif par rapport à cette démocratisation du cycle, par rapport à ta fille, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je veux changer le monde avant les 18 ans de ma fille parce que moi, je suis partie de la maison à 18 ans. Donc, Oui. je me dis que peut-être potentiellement, elle aussi va s'envoler vers cet âge-là. Et donc, je me suis dit que je voulais que le monde soit différent quand elle pourrait s'envoler de celui dans lequel moi j'ai grandi. Et comme j'ai choisi de m'attaquer à la problématique de la connaissance et de la méconnaissance du cycle menstruel, bien, je souhaite que toutes les femmes sachent que le cycle menstruel et tous les hommes d'ailleurs, hein, tout le Oui. monde, Ben oui. sachent que le cycle menstruel est une ressource avant les 18 ans de ma fille. Voilà. Et ta fille, elle a quel âge? Elle va avoir 7 ans en janvier. Ok. Donc, tous les gens là qui nous écoutent, hein, il reste une décennie, quoi, en gros, Ouais, c'est ça, pour il que ne reste tout pas le monde beaucoup. soit au courant. Et ce cycle, effectivement, il permet, quand on apprend à le connaître, il permet de mieux prendre soin de soi,
mais aussi d'être finalement mieux en relation avec les autres. Parce que si on se connaît soi-même et si les autres connaissent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, là, justement, de se connaître, ce cycle nous aide à nous connaître nous, mais nous aide à connaître mieux nos relations avec nous-mêmes et avec les autres. Complètement. Déjà, connaître son cycle, en fait, comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y a des hormones qui fluctuent et que ces hormones génèrent des modifications d'énergie, d'état d'esprit, c'est déjà un apaisement énorme à l'intérieur de nous. Parce que la plupart des femmes qui ont suivi Kiffe ton cycle me disent « Mais moi, j'ai juste abandonné la culpabilité qui me rongeait depuis que j'étais toute jeune adulte, d'avoir des moments où je me sentais fatiguée, des moments où je me sentais énervée, que je ne savais pas comment gérer avec ça et que j'essayais de le planquer ou de gérer tant bien que mal et tout. Déjà, de comprendre ce qui se passe permet d'abandonner cette culpabilité. Donc, l'écologie avec soi-même, c'est déjà énorme en termes de relations. Et puis, ça va permettre du coup aussi de pouvoir beaucoup mieux communiquer avec les autres qui nous entourent sur ce qui nous arrive, sans forcément dire j'ai mes règles ou des choses comme ça, mais pouvoir juste exprimer bah tiens, je suis fatiguée et là, moi, mon besoin va être de me reposer. Est-ce que c'est OK pour toi s'il y a ça qui est décalé ou est-ce que ou juste c'est pas OK mais enfin je fais pas la vaisselle aujourd'hui même si c'est pas OK pour toi, c'est pas grave. Donc en fait, ça va permettre de dealer avec plein de choses parce qu'on se rend compte qu'il y a des jours où on va avoir une très grande énergie, d'autres on va avoir une énergie plus faible et qu'on peut aussi communiquer avec les autres là-dessus. On peut aussi communiquer pour éviter que le conjoint ou la conjointe ou les gens de notre entourage rajoutent de l'huile sur le feu quand nous-mêmes on se sent un peu... moi, j'ai l'habitude de dire fragile comme une grenade dégoupillée, quoi. Ah, t'as tes règles en ce moment, t'es pas de bonne humeur. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'as tes règles? Ouais. Donc, en fait, c'est de commencer à apprendre à communiquer pour créer effectivement une alliance avec les autres qui nous entourent par rapport à ce qu'on vit. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que plus nous, on vit bien ce qui nous arrive, plus ça semble assez normal finalement pour notre entourage de connecter avec ça. Et j'ai une petite anecdote là-dessus. Un jour, j'étais en vacances avec mes parents il n'y a pas très longtemps. Et mon frère, mon papa râlait dans la cuisine avec ma mère en disant « Ah, qu'est-ce qu'elle a, Gaëlle, elle est chiante aujourd'hui, etc. » Et ma mère lui dit « Elle a ses règles. » Le truc qu'on dit jamais dans notre famille, c'est pas comme ça qu'on parle. Et en fait, ça l'a fait descendre complètement. Et il est devenu ultra gentil avec moi. Et en fait, c'est fou parce que d'une situation qui aurait pu dégénérer à fond, voilà, une situation familiale où il n'y a pas de raison qu'il y ait de tabou, etc. Où juste moi j'étais fatiguée, du coup je faisais pas beaucoup pour contribuer à la famille et ça mettait à mal mon papa, ce que je comprends. Et bien en fait il a eu cette info et boum. Et en fait il est devenu adorable avec moi, ce qui fait que moi je me suis pas sentie en conflit avec lui, ce qui fait que ça a pas et ça s'est pas escaladé. Et puis le lendemain j'étais en pleine forme et puis voilà. Et ça je me dis mais pourquoi on se prive de ça? Parce que déjà rien que le fait de parler des règles ouvertement, déjà rien que ça, je pense que ça peut faire tomber beaucoup de pression et comme tu dis, beaucoup de culpabilité. Parce qu'on n'a pas à être coupable d'être une femme, d'avoir des règles. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à changer quand même dans la société, même au niveau des publicités pour les règles avec le petit liquide bleu. Bon, moi, je regarde plus la télé. Alors, c'est vrai que je ne sais pas s'il y a toujours le petit liquide bleu sur les publicités pour les serviettes hygiéniques, mais on a cette espèce de honte presque, en fait, d'en parler. Ah bah complètement. Moi, j'ai fait un TEDx là au début de l'automne et j'ai commencé par j'ai mes règles. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, on va lancer le hashtag j'ai mes règles pour que parce qu'il y a cette notion-là, effectivement, c'est hyper disruptif. J'avais fait un petit sondage auprès de ma communauté avant ce TEDx pour dire la semaine qui précédait, parce qu'avant je ne savais pas que je les aurais, c'est vraiment été improvisé au dernier moment, et pour dire ça vous fait quoi si un conférencier ou une conférencière en l'occurrence commence sa conférence par dire j'ai mes règles. Et en fait c'était drôle de voir les réactivités, oui. quoi. Il y avait énormément de réactions du type je veux pas le savoir, c'est dégueulasse, mais pourquoi, etc. Et je dis pas qu'il faut l'annoncer forcément tout le temps, partout, c'est pas l'idée, hein. En tout cas c'est pas mon idée, moi je le fais pas, tu vois, dans mon métier, même dans mon métier je le fais pas systématiquement, mais que ça devienne possible de le dire. Oui, c'est ça, pas que ça soit tabou. C'est ça. Effectivement, sur ces TEDx, donc déjà bravo. C'est vrai que je voulais en parler, tu vois, en présentation, tu fais bien de le dire parce que je crois que c'était quand même une ambition pour toi aussi parce que ça permet, la conférence TEDx, d'être reconnu aussi et d'être reconnu comme quelqu'un qui va pouvoir
comment on dit, oui, vulgariser en fait toutes ces connaissances et vulgariser tout ça d'une façon naturelle et qui est plus tabou. Et puis de toute façon, comme il n'y a que 10 ans, hein, donc vaut mieux commencer comme ça. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir aussi avoir des outils pour créer une communication entre les adolescentes et les parents. Parce que je pense qu'effectivement, ce n'est pas dans toutes les familles où on peut parler ouvertement des règles. Et peut-être que les jeunes filles, dans certains milieux ou avec certains amis, peuvent culpabiliser, peuvent avoir honte, donc pour ça aussi, je crois que je ne sais pas quel retour tu as par rapport à ça. Est-ce que tu as des adolescentes qui sont revenues vers toi pour te témoigner Ouais, alors moi ce que j'adore, c'est que les ados là, de maintenant, elles parlent beaucoup, beaucoup plus des règles que ce que nous on en parlait quand on était jeunes, hein. Ouais, Entre copines, le tabou est quand même beaucoup moins violent. Elles se présentent bah, leur tant mieux. cup et machin et tout. Enfin, moi, je suis fan de celles qui viennent, en tout cas, mais me parler de ça parce que je trouve que il y a plus d'ouverture que ce qu'on avait. Après, je trouve qu'elles sont informées beaucoup par les réseaux sociaux. Ouais. Et en fait, malheureusement, sur par exemple YouTube, quand on voit les premières conférences, enfin les premières vidéos sur les règles, ce sont toutes des vidéos qui sont sponsorisées par des grandes marques de serviettes hygiéniques. Donc, c'est des grandes influenceuses qui ont été sponsorisées par des grandes marques de serviettes hygiéniques. Et le problème de ça, c'est qu'elles elles continuent de véhiculer l'image que les règles, c'est sale, qu'il va falloir les cacher, avoir peut-être des serviettes qui sentent une odeur particulière parce qu'il faut cacher Ouais. l'odeur des règles. Tu vois, il y a tout ce côté un petit peu. Voilà, donc c'est bien qu'on en parle. Moi, je suis vraiment contente de savoir qu'on en parle et de moins en moins avec du sang bleu et de plus en plus en parlant de la couleur des règles, etc. Mais il y a encore toute cette idée qui est clairement véhiculée par ces entrepreneurs, à un moment, il faut Ouais. le dire, enfin, par ces entreprises, qui est que les règles est quelque chose dont il faut faire en sorte que ça dérange le moins notre vie et faire en sorte que ça dérange le moins la vie des autres. Mm. Donc, plus c'est caché et plus je me souviens que j'ai mes règles, mieux c'est. Et ça, pour moi, c'est dommage parce que les jeunes d'aujourd'hui sont encore accompagnés là-dedans, alors que mon regard, c'est vraiment pas ça. C'est au contraire de dire, mais en fait, c'est une chance, ce cycle. Ce cycle menstruel, c'est une ressource. Et tes règles, c'est le signal que tu es en super santé, en fait. Et moi qui, pendant longtemps, ai eu très peu mes règles, c'était le signal que j'étais pas en bonne santé. Merci beaucoup, Gaëlle. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un dernier message à partager eh bien, aux gens qui vivent actuellement peut-être des difficultés relationnelles, alors soit avec le monde, avec les autres, avec elles-mêmes, peut-être avec leur cycle, ce que tu auras envie de nous partager comme dernier conseil? Je sais pas qui je suis pour donner un conseil, j'ai envie de parler du mien. Moi, à Oui. chaque fois que je me rends compte que j'ai une difficulté relationnelle, que ce soit avec moi, avec les autres, avec le monde, etc., je reviens juste à moi en me disant, OK, qu'est-ce qui à l'intérieur de moi est en train de se refléter à l'extérieur de moi? Et donc, mais je m'autorise à râler contre les gens, hein. Je suis pas Mère Teresa toute mignonne et tout. Je m'autorise à râler, mais il y a vraiment ces deux phases. Il y a la phase de je renvoie toute la faute sur l'autre parce que c'est comme ça et que c'est plus facile et plus confortable. Mais surtout, il y a cette deuxième phase après, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi qui est en train de se révéler à l'extérieur de moi. Et en général, je trouve des pépites. Voilà. Et d'observer du coup, ouais, d'observer Ouais. l'extérieur pour revenir à soi. Et d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de moi dans mes tumultueuses pérégrinations mentales. Merci beaucoup, Gaëlle, de m'avoir accordé du temps et du coup de l'avoir partagé avec tout le monde. Je te souhaite une très belle journée et un très beau sommet pour le mois de novembre, le 5e sur la puberté. Je mettrai en description de cette vidéo les liens pour que vous puissiez aller vous inscrire pour assister à ce sommet. Sommet sur la puberté, du coup, ça concerne quelle tranche d'âge? Est-ce que ça peut concerner jusqu'à 20 ans? Ou est-ce que c'est juste les jeunes ados? Quelle tranche d'âge, en fait, ton sommet là, sur la puberté? Nous, on a eu comme intention de s'adresser aux parents d'enfants de 7 à 15 ans à peu près.
de jeunes filles de 7 à 15 ans qui ont à assurer quelque part en tant que parents et qui se disent «Oh, je suis pas sûre que j'assure» Ouais. dans ce passage de puberté. Donc, on s'adresse vraiment à ces personnes-là. Maintenant, parce que c'est le cas dans tous les sommets à thème, on se rend compte que en tant qu'adulte, en tant que même personne qui n'est pas directement concernée par la puberté, ça peut vraiment vous apporter des éléments, des informations. Donc voilà. Mais notre intention, c'est d'aider les parents de jeunes filles à assurer et à ce que leurs jeunes filles vivent bien le démarrage de leurs règles. Et voilà. Bon, ben, inscrivez-vous au sommet et puis allez découvrir, si vous ne connaissez pas encore Gaëlle, allez découvrir tout ce qu'elle fait. Merci beaucoup Gaëlle, je te souhaite une très belle journée. Si vous avez aimé cette entrevue, surtout, vous n'hésitez pas à cliquer sur le pouce si vous pensez qu'elle peut apporter de la valeur à d'autres personnes. Et je suis sûre que dans votre entourage, il y a plein de personnes qui sont concernées par le cycle, mais aussi pas forcément par le cycle, juste par un partage en fait de ce que nous a partagé. Donc Gaëlle aujourd'hui, sentez-vous libre de partager cette vidéo. Et si vous voulez voir encore plus de contenu inspirant, on se retrouve sur mon site internet virginiechastel.fr. Très belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous. Au Au revoir. revoir.